concevoir avec l'édition des livres de Philippe. Et donc, d'une certaine manière, la question est un peu la même pour tous et toutes. La rencontre avec Philippe, ce premier livre, donc Mouvement par la faim, publié donc dans la collection Grand Fond aux éditions Chênes par Jean-Marie Barnaud. On voit, Jean-Marie, tu as lu des extraits de ce livre. François voilà, a fini par me dire, pour moi c'était une évidence que voilà, ça devait être ce texte et pas un autre. Donc comment on rencontre Philippe Ramy et comment on rencontre ce texte? C'est bon? La rencontre, il y a d'abord la rencontre avec l'homme, à travers Remunette, et quelque temps après, l'amitié s'est déclarée très vite entre nous, et quelque temps après, il me parle de ce texte, de ce manuscrit qu'il avait achevé. Ça devait être vers 2003. Enfin, en fait, je crois que sur le manuscrit, il y avait marqué Lacanau Océan 2002, été 2002. Il a supprimé la date précise dans le livre final, mais il y a quand même Lacanau Océan. Et donc, je lui ai dit, oui, moi je veux bien le lire, avec toujours ce sentiment un peu délicat pour un éditeur. Enfin, moi j'étais donc le directeur de cette collection Grand Fond avec Jean-Pierre Siméon, mais c'est moi qui ai reçu le livre, enfin le manuscrit. Toujours ce sentiment un peu délicat, c'est-à-dire que est-ce que l'amitié ne va pas accueillir le livre, même si on a des doutes, ou voilà. Et alors j'ai été immédiatement conquis, en sentant qu'il y avait là une écriture vraiment très particulière et qu'il ne fallait pas laisser passer, voilà, qu'il fallait accueillir. Ça a été la même chose pour le livre suivant. Et que ces deux livres que Philippe désigne comme classe dans le registre poésie dans la page du même auteur. Voilà. Donc c'est d'abord ça, c'est une espèce de conviction, alors qu'il n'a jamais cessé, mais même bouleversé par ce mixte, qui a toujours chez Philippe, à savoir une violence sourde, une colère même sourde, et une tendresse immense. Voilà. Françoise de Maule, vous avez donc aux éditions de la Table Ronde édité les trois livres de Philippe Ramy, Béton armé, puis Allegra, enfin Monarque, point de suspension qui n'est pas un enfin, puisque Tania nous l'a soufflé tout à l'heure, il y aura en septembre un prochain livre de Philippe Ramy. Béton armé, vous recevez, vous rencontrez un homme, vous recevez un texte. Comment la rencontre se fait? En fait, la rencontre s'est d'abord faite par correspondance, c'est-à-dire que j'ai reçu un courriel très bref et très courtois me disant ayant quelques problèmes de santé, je ne peux pas vous envoyer le manuscrit par la poste comme le préconise le site de la Table Ronde. Est-ce que vous me permettez d'envoyer le fichier par courriel? Je me suis dit, ayant quelques problèmes de santé, oui, on n'aimait pas tellement imprimer au kilomètre des manuscrits, mais j'ai dit, très bien, envoyez-le par courriel.
Et puis, j'ai commencé à le lire. Comme souvent, quand un manuscrit vous arrive entre les mains, tout en sachant qu'il y a une pile qui attend, vous dites, je vais regarder quand même la première page. Il y a une sorte d'appétit ou d'appétence pour ce qui arrive. Et je l'ai lu et j'ai tout de suite dit à Alice Théon qui dirige la table ronde, je dis là je crois vraiment que c'est un texte très singulier, très exceptionnel, très particulier et magnifique. Et il y a eu une longue correspondance et de longs échanges téléphoniques entre Philippe et moi avant la première rencontre. Et on est tombés en amitié, si je puis dire, avant de se voir. Et la première fois où nous nous sommes vus, c'était dans un endroit qui, depuis, a acquis une grande force symbolique, puisque Monarque s'y rapporte aussi, puisque c'était au carrefour de Bussy, donc dans son QG de jeunesse. Et j'ai retrouvé Philippe et Tania à leur hôtel. Philippe avait réservé une sorte de petite bonbonnière de travail. Et j'ai vu arriver cet elfe et je me suis dit, quel personnage incroyable. Et on a commencé par rire aux éclats de joie de se rencontrer enfin, après avoir beaucoup parlé, après avoir beaucoup échangé. Et je me souviens que Tania a dit, je vais chez le coiffeur. Elle s'est éclipsée très discrètement. Et nous, on a passé toute la journée à lire le texte à haute voix et à débattre sur la ponctuation avec un acharnement terrible, parce qu'on ne lisait pas du tout de la même façon. Et je disais, mais Philippe, cette virgule, tu crois vraiment que... Et il me disait, tu crois pas? Je disais, je sais pas. Et alors ça pouvait durer des heures, mais c'était incroyable. On s'est énormément amusé tout de suite. C'est-à-dire que c'était un travail dans la joie, parce que c'était vraiment un travail de haute précision. Et en même temps, ce qui m'a frappé sur ce texte-là, et de plus en plus je travaillais avec Philippe et plus ça m'a frappé, Philippe était à l'écoute de toutes les propositions qu'on pouvait lui faire, Alice et moi, c'est-à-dire que jamais il s'est accroché à une phrase en lui disant « ça, est-ce que tu es sûr? Ça, est-ce que tu penses que c'est à cet endroit-là » Et Philippe était à l'écoute comme une éponge, il prenait ce qu'on lui disait et puis il en faisait son miel ou pas, ou quand il n'était pas d'accord, il disait « non, je pense pas ». Mais il avait une humilité et une joie aussi à échanger de manière à la fois très précise sur tel ou tel paragraphe, telle phrase, tel point, telle virgule, que c'était très, très étonnant, très singulier. C'est-à-dire qu'il avait une sorte d'appétit de l'échange permanent. Jean-Marie Barnaud, le travail a été le même avec Philippe sur ces textes oui, avec cette différence que il y a eu très peu de modifications sur les manuscrits de Mouvement par la faim et de Demeure le corps. Donc on a effectivement parlé ensemble du manuscrit, on a relu des passages du manuscrit, mais comment dire, le texte avait atteint une telle densité immédiatement que, sauf de petits détails, alors effectivement sur lesquels on a pu intervenir, mais pour ces deux livres-là, il n'y a pas eu de correction considérable. Et le travail, par exemple, sur les paragraphes, sur l'espace blanc, était déjà présent dans le texte ou ça a fait partie d'un échange? Je crois que ça a fait partie, ça a été fait partie du dialogue entre l'éditeur proprement dit, c'est-à-dire Jean-François Magnier. Tout ce travail de mise en page s'est fait avec, je pense, Philippe, mais ça n'est plus exactement moi qui suis, enfin nous qui sommes intervenus dans la mise en page. Mais il y avait déjà, de toute façon, dans le manuscrit, cette division en paragraphes qui a été respectée là. C'est simplement, probablement, la longueur des lignes qui a été modifiée.
On reparlera, on terminera peut-être sur le texte de l'Amérique dans quelques instants, mais je voulais revenir sur les deux autres textes à partir de ce que vous disiez autour de Béton Armé. Dans les échanges, les rencontres que vous faisiez sur les textes, vous aviez pour chaque texte ce travail de relecture orale en commun, une lecture chorale? Oui et non, dans la mesure où pour Monarque, il était aux États-Unis. Donc c'était plutôt un travail par écrit. On se parlait par Skype de temps en temps. Monarque est un livre qui est un petit peu particulier parce que je pense que c'est un livre que Philippe a cherché et que Allegra est venu se glisser dans l'impossibilité de trouver la forme de Monarque. Dans une première version, Monarque était simplement l'histoire de Herschel Greenspan. Et puis ensuite, je lui ai dit que je trouvais que c'était un beau texte, mais je lui ai dit, mais je ne vois pas où tu es, toi, comme... je ne vois pas le rapport avec toi, je ne vois pas de quelle manière tu t'impliques dans cette histoire. Il y a une deuxième version, et puis je n'étais pas toujours convaincue. Je lui ai dit, je crois que tu peux aller encore plus loin. Et ce qui était extraordinaire avec Philippe, quand on dit à un auteur, bon, ton texte, c'est déjà bien, mais c'est pas tout à fait ça, il corrige 3 virgules, il barre 2 phrases et il envoie une nouvelle version. Philippe, il refaisait la moitié du texte, et je crois qu'il avait, sur ce texte-là en tout cas, vraiment envie d'être poussé dans des retranchements, d'aller plus loin, et puis à un moment où on a été tout à fait d'accord pour dire, ça y est, le texte est là. Et Allegra est venue se glisser entre les deux, en fait. Je voudrais ajouter juste quelque chose, pour la petite histoire, ça, que Béton Armé avait comme premier titre, dans sa première formule, Shanghai pour Horizon. C'est le manuscrit que nous avait envoyé Philippe, et on a bien senti tout de suite que ce manuscrit échappait, en quelque sorte, aux normes ou aux critères de la collection Grand Fond. Ça basculait déjà vers un long récit en prose qui était plutôt du domaine de la fiction ou du romanesque, enfin, en quelque sorte. Et donc il y a eu là un moment pas du tout de tension, mais enfin un moment de discussion assez fort. Et il a ensuite fait des modifications, il a ensuite appelé Béton Armé, et si je peux me permettre de dire, il a envoyé le même jour, ou en même temps, Béton Armé à la table ronde, et à nouveau à nous. Et ce qui était tout à fait son droit, et qui n'a posé aucun problème, mais je veux dire, la table ronde a répondu plus vite. Mais c'est magnifique parce que je crois que ça a été la chance, absolument, de Philippe. C'est la chance de l'écrivain Philippe, de passer à des textes de fiction, ou pas fiction, en tout cas des textes de prose beaucoup plus importants et volumineux que ce que pouvait proposer la collection d'enfants. Oui, non, je pense qu'il était très, très, très fier de ses recueils, mais qu'effectivement, on le sait tous, malheureusement, la visibilité de la poésie est toujours moins importante que celle de la prose. Et je vous remercie beaucoup d'avoir un peu tardé à lire. Un peu tardé à lire le manuscrit. Alors, je voulais citer également d'autres livres, comme Cellule Souche, qui est paru aux éditions Moitesson, et puis aussi ce livre dont on a entendu parler, et puis qu'on entendra tout à l'heure, qui s'appelle SMS de la cloison, qui a été publié par Publinet, et qui avait été publié et suivi par Fred Griot, qui pourrait aussi nous en parler. Il pourrait nous parler de tas de choses, Fred Griot. Mais je voudrais, avant de terminer sur l'Amérique, je voudrais, Jean-Richard, vous laisser la parole, parce que
il y a une étrange singularité dans les publications de Philippe Ramy, étrange singularité que vous portez avec ce livre que vous avez publié, que vous avez fait avec Philippe, puisque nous avons ici un texte qui est un texte strictement politique. Non pas qu'il n'y ait pas de politique, évidemment, dans les textes de Philippe Ramy, bien évidemment, mais... Oui, absolument. Mais là, on a une forme et une décision de l'auteur Philippe Ramy de publier un texte politique. Alors, il s'est trouvé qu'on se connaît depuis très longtemps avec Philippe, on se fréquente, Tania aussi. En Suisse, on est peu nombreux, on se retrouve très souvent. Une forte amitié s'est liée, comme beaucoup de personnes ici présentes. Mon collègue Pascal Cotin, sa compagne Laura Richard aussi, se sont rapprochés de lui. Il s'est trouvé que les 40 ans des éditions d'en bas, raison fondée par mon prédécesseur en 1976, fêtaient ses 40 ans. On a lancé les festivités des 40 ans d'édition d'en bas avec un almanach, une tradition qu'on a reprise. Entre 20 ans auparavant, on avait publié 1 ou 2 almanachs. C'est une forme fort intéressante parce que vous permet de publier beaucoup de choses dans un livre, une sorte un florilège de textes de toutes sortes. Ce premier almanach s'intitulait l'Almanach des Calendes, parce que j'avais tardé à lancer le projet, et donc il a pris beaucoup de temps pour se lancer, mais c'est lancé. Et puis, Pascal Cotin a eu l'idée de terminer. On a un vernissage avec l'Almanach des Calendes pour les 40 ans. On a un finissage des 40 ans des éditions d'en bas en octobre 2017. Évidemment, on l'appelle l'Almanach des Révolutions. Et on fait un appel à un certain nombre d'écrivains, d'amis, d'auteurs, artistes, pour fabriquer cet ouvrage. Et on demande à Philippe un texte. À un moment donné, on lui dit, mais Philippe, il faut que tu nous fournisses ton texte. La date arrive, l'échéance, et il nous envoie ce manuscrit. Proposition démocratique. Ce sont des propositions, il y a 21 propositions, c'est un manifeste, un pamphlet, on pourrait dire. C'est même un texte assez violent parfois et dur, puis en même temps un doux rêveur qui se présente à travers ces propositions. Et Philippe et Pascal discutent au fond de ce texte, de son statut, puis ils viennent vers moi en disant, mais au fond, on pourrait sortir ce chapitre de l'almanach, le publier à part dans une petite collection que nous affectionnons beaucoup, une collection de poche. Ça fait très mince, ça fait une 40aine de pages, mais très vite, l'idée a germé de le publier séparément, mais de le vendre attaché à l'almanach. Donc, j'ai trouvé l'idée de la colle furtive qu'on trouve. Et là, Philippe aurait beaucoup rigolé, je crois, par rapport à ce nom de ce type de matière qui permet de coller un livre sur un magazine ou sur un autre livre. Je crois que c'est assez rare. Donc vous pouvez acheter les 2 livres ensemble, ou séparément du reste. Ils ont chacun leur ISBN. Et ça donne lieu à ceci. Et Philippe, donc, par souci de faire une diffusion de ce texte qui est éminemment politique, comme vous le dites, et qui est assez radical dans sa teneur, il a tout de suite mis en route une traduction anglaise. Donc vous avez Democratic Proposals, et nous l'avons tout de suite publié aussi, en 2 langues. Et pendant ce temps-là, les amis argentins, où ils devaient retrouver dans les mois qui suivaient, ont lancé en hommage à Philippe la traduction en espagnol, et je viens de recevoir la dernière partie de la traduction en allemand. Donc le livre va être publié en format PDF, il sera sur le site des éditions d'en bas sous la rubrique Philippe Ramy, il sera sur le site de Philippe Ramy, et on va aussi le mettre sur GitHub, parce que les propositions peuvent être assez frappantes, choquantes, stimulantes, et on veut faire vivre le débat autour de cet ouvrage grâce à un site web que nous allons construire avec un chercheur, Isaac Pente, à l'Université de Lausanne, peut-être avec des rencontres, des colloques, des discussions, parce qu'effectivement, il propose une révolution informatique, c'est-à-dire la révolution de ceux qui créent les algorithmes qui mènent le monde à sa perte. Il dit qu'il faut que la révolution passe par justement les informaticiens qui vont devenir comme le prolétariat et la bourgeoisie,
les révolutionnaires du XXIe siècle. Je résume très brièvement, hein, vraiment très brièvement. C'est stimulant, c'est choquant parfois. C'est pas un texte très élaboré, hein, c'est des propositions, c'est manifeste, c'est staccato. Mais il a une position très très ferme sur le fait que les oligarchies qui sont présentes partout en Europe ont pris le pouvoir et mènent la démocratie à sa perte. Et donc il faut sauver la démocratie de ces oligarchies, pour résumer le propos. Et l'on va pouvoir retrouver ce livre sur la table de la librairie qui permettra d'acheter le livre après ce rendez-vous. Nous n'avons pas fini avec les rendez-vous avec Philippe Ramy, et donc en septembre, il y aura un nouveau texte de Philippe Ramy en vente à la rentrée littéraire. Alors, en septembre, oui, c'est-à-dire que, sous réserve que Alice Théon, qui est là, aime le texte, parce que, voilà, et on vient absolument de terminer le travail sur le manuscrit. Il se trouve que j'avais rendez-vous avec Philippe pour déjeuner à Montrichet, j'avais rendez-vous à Montrichet le 8 octobre, et donc, dans les jours, à la toute fin du mois de septembre, je lui écris en lui disant peut-être que tu vas réserver le restaurant, etc. Et on se retrouve pour déjeuner. Bon. Et quand, évidemment, le 8 octobre, Tania m'a dit nous allons déjeuner, je tiens à ce qu'on maintienne ce déjeuner. Et quand je suis arrivée dans la cabane de Philippe à la Fondation Michalski, Tania m'a dit voilà le manuscrit. Et j'ai vu 300 pages sur le coin du bureau, et elle m'a dit prends-le et dis-moi ce qu'on va faire. Et j'ai été d'abord extrêmement touchée par cette confiance. Ensuite, j'ai parlé avec Alice qui m'a dit vas-y, lis-le. Et j'ai fait une première lecture et je me suis dit mais le livre est là, simplement Philippe a travaillé en mosaïque. Et donc, il faut retrouver l'ordre. Certains chapitres étaient numérotés, ensuite non, ensuite c'était des croix, des X. Et je dis, voilà, mais le livre existe, il existe déjà. Donc, le travail éditorial, en fait, c'était... Alors, je me suis dit, Philippe est derrière moi, et on est en train de se battre sur des histoires de virgule. Alors, je lisais à haute voix, en me disant, j'entends la voix de Philippe qui ne lit pas comme moi, et donc débat. Mais c'était terriblement émouvant et terriblement... enfin une grande responsabilité, en même temps beaucoup de chagrin et de fierté. Et c'est un texte qui est dans la lignée de Béton Armé et de Monarque, c'est-à-dire que c'est à la fois un récit de voyage. Il y a aussi un but qui est très clairement énoncé, c'est-à-dire qu'il part à la rencontre de personnes qui ont été accusées à tort, qui sont des prisonniers américains, pour leur demander ce que c'est pour eux que la notion de pardon, pour les amener condamnés à mort, mais qui ont été... alors certains, ils rencontrent certains en prison, d'autres qui ont été graciés parce que, en fait, après 20 ans ou 30 ans, on a fait une analyse ADN qui a prouvé qu'ils n'étaient pas coupables. Il a aussi rencontré des travailleurs des champs, des cueilleurs de tomates, qui reçoivent des pesticides à longueur de journée, il y a des enfants qui sont nés mal formés, etc. Et tout ça se passant juste après l'élection de Trump. Et toujours avec Philippe, il y a cette réalité qui nourrit une part de fiction, dont on ne sait pas exactement où elle est, mais c'est encore plus fascinant, et puis des souvenirs d'enfance, des souvenirs de lecture, et c'est, enfin bon, pour moi, c'est un texte magnifique, donc voilà, ça s'appelle Pardon pour l'Amérique. Nous attendons avec grande impatience. Merci infiniment à tous trois pour ce moment, pour cet échange autour des livres passés, présents et à venir de Philippe Ramy. Merci beaucoup. On va maintenant accueillir Dominique Dussidour pour un temps de lecture autour de l'Amérique, justement.
Donc on vient de parler de la parution de Pardon pour l'Amérique en septembre. Ce texte, ce mail de Philippe que je vais lire fait partie des matériaux qui ont nourri Pardon pour l'Amérique. Il y a un an, jour pour jour, le samedi 14 janvier 2017 à 23h53, Philippe Ramy a écrit « Très cher Dominique, voici la route du sud des USA. Je l'arpente par petits bouts, à la petite semaine, Jacques Kerouac du pauvre, ou Carlos Castaneda sans ses mensonges, Dennis Hopper sans sa Harley Davidson, Hillbilly ou Hobo sans sa misère ni sa casquette rouge estampillée Make America Great Again. Je passe d'un motel à l'autre, le temps de récupérer une connexion Internet et un peu de force après 8 à 10 heures au volant de ma Buick fatiguée qui m'a coûté $2000, le temps de délier comme je peux le chemin sinueux de mon enquête, un labyrinthe administratif qui contredit en le confirmant le vide hypnotique de cette route rectiligne, sans pourquoi, béance de bitume et d'air suturée par une double ligne jaune ou dorée selon la lumière. Je roule. Mon dos me lâche. Mon projet patine. Projet d'écriture à plusieurs étages, comme les fusées qui décollent de Cap Canaveral. D'abord un reportage de terrain, puis 2 textes articulant les témoignages récoltés. Le premier, fidèle, destiné à être publié en magazine, le second, expressif, que je veux développer sous forme de roman. Mais voilà, je suis incapable de rencontrer aucun responsable d'association de défense et de soutien aux personnes indûment incarcérées aux USA, puis libérées après avoir été innocentées sur test ADN. J'ai fait ce long voyage pour les voir, les écouter, mais après avoir noué de nombreux contacts par Internet, silence, personne, non merci, rien, terrain vague et relais routier où je patiente sous le cagnard. Porte close, désert. Je galère, j'écris à ma famille, à mes sœurs, à mes amis restés en Suisse, qui connaissent mon projet, copiant-collant mes messages après y avoir apporté quelques variations, rabâchant les mêmes phrases pour ne pas me donner l'illusion de progresser, pour ne pas mentir, un seul message répété des dizaines de fois depuis mon arrivée en Louisiane, puis durant le trajet qui m'a mené en Floride du Sud, aux portes de la prison de Homestead, plantée en bordure d'une forêt de cyprès, une zone barbelée, écrasée de soleil, sans mur apparent, tant la chaleur dissout les masses, tord les lignes, troue les blocs, une ondulation de matière, flanquée de guérites vertes, pavoisées, proprettes. Je me suis installé dans l'un de ces buis sans âge qui flanquent Tamiami Trail à hauteur de l'immense carrefour qui distribue une dizaine de voies secondaires vers les champs innombrables et les 2 établissements pénitentiaires du comté de Dade, définis par sexe, où se croisent, se retrouvent, se déchirent, patientes à n'en plus finir les familles des détenus, où j'espère rencontrer, demain ou après-demain, la sœur de Tyrone Purcell, un homme de 52 ans, techniquement innocenté depuis plus de 6 semaines, après avoir passé à tort plus de 17 ans en cellule pour le viol et le meurtre d'un couple de retraités de l'Ohio, mais qui patiente toujours derrière les barreaux,
sans que sa famille sache pourquoi et pour combien de temps encore. La sœur de Tyrone se prénomme Liberty. J'accepte, sans relever, l'ironie de ce prénom, comme je me plie depuis bientôt 2 mois à la folle loi qui régit l'univers carcéral américain. Je me suis beaucoup déplacée, d'une prison à l'autre, après avoir enfin trouvé quelqu'un à qui parler. Mais les rendez-vous manqués se sont enchaînés. Je m'épuise et je perds confiance. Mon entreprise me paraît toujours plus extravagante, arrogante, comme n'étant motivée par aucune réelle nécessité. Tendre le micro à un type enfermé depuis de si longues années, espérer recueillir son témoignage, moi qui n'ai jamais mis les pieds en prison plus d'1 semaine à l'âge de 14 ans, après avoir incendié un camion militaire sur la place d'armes de Bienne, avec un copain plus âgé qui a pris tout le blâme. Il se peut que je reste là, avec mon texte, au bord de cette piscine au carrelage verdâtre, à prétendre avoir appris quelque chose, jusqu'à ce que cette prétention trouve la forme d'un texte plausible. Mais je crois encore en ma chance, même si je ne parviens pas à lancer mon histoire, piégée par cette ligne droite, étranglée par ces circonvolutions stériles. Alors je raconte sans raconter, sans même voir mes mains ni mon clavier, tant mes yeux brûlent, mais faisant encore l'effort de remettre les choses à plat, mon récit en perspective, pour expliquer les raisons de mon silence, de mon retard, à la directrice de la revue La Couleur des Jours, qui m'a ouvert ses colonnes et qui attend mes bonnes feuilles, mes photos. Je multiplie les emails et les départs, ricochant en surface, sur la croûte de cette société prise de convulsions, en plein délire, avant, pendant et surtout depuis l'élection de Donald Trump, traversant en spectateur cette société innommable, inconcevable, trop grande, mais qui, en ses silences, absences, béances, révèle partout le même fond de graisse, avec juste un peu de rose, juste un trait lumineux, sous la couenne brune, fascisante, un aveu de vulnérabilité qui me permet de poursuivre cette aventure américaine sans me décourager face au jour qui se termine avant d'avoir commencé. Un élan me porte, malgré mon corps qui accuse le coup et qui demande du repos. Voilà ma dérive à fleur de peau, de route, que je restitue à défaut de trouver pour l'instant la moindre accroche. J'ai suivi le discours d'adieu d'Obama depuis ma chambre de motel à Florida City, sur la route poussiéreuse et trouée qui mène vers les grands ponts, vers les caisses, des ponts que je me refuse à franchir, tant ils promettent l'aventure facile, un semblant d'envol, un bond de sauterelle hors du monde, vers la patrie bleue des Merlins, des Thons et des gros écrivains à barbe blanche. Je me refuse à quitter le plancher des vaches, nombreuses dans ce coin de pays, maigres et hallucinées, sous le soleil vertical, ramassis de peau et d'ombre avec des os qui pointent, formes improbables, comme de grandes chaises de camping sous les arbres et la mousse espagnole, dite chevelure de la déesse Pearl, la déesse du feu hawaïenne. Je me refuse à me décoller de cette mélasse, engluant toute direction et mon projet, pour n'offrir que l'inconfort standardisé de haltes le plus souvent improvisées, merveilleuses par la force des choses, puisqu'il faut garder la foi qui rend belle toute proposition de la réalité sous cette lumière sans fond, surtout le soir, quand les néons se mêlent à la fatigue du voyageur pour produire l'impression de l'éternité. Cher Dominique, ami,
Je voudrais m'asseoir au bord de ton histoire et la voir prendre forme, surgir des personnages, m'étonner avec toi de la manière dont ils se plient, trouvent un prénom, absorbent suffisamment d'ombre pour envisager un destin. Je me tiens, à vrai dire, assis sur un muret qui me permet de voir au-delà des toitures du village de l'écriture. Je distingue ta maison et ton jardin, je ferme les yeux et je te vois. J'ai lu et relu ton message avec beaucoup d'émotion, de joie. Je te remercie de m'ouvrir la porte, de me raconter, de me montrer quelques-uns des chemins que tu empruntes. Tu me donnes courage, tu me donnes l'impulsion de me réinventer, d'aller plus loin que je l'avais imaginé en rêvassant, puis en empoignant mon texte américain sur les prisons et les erreurs judiciaires. Quelque chose d'inattendu se produit, je vais glisser du reportage dans le roman. L'une des victimes d'une erreur judiciaire dont je vais parler aura une fille. Cette fille, ou jeune femme, s'appellera Ishi. Elle est, à moitié indienne séminole. Son rêve, entrer à la NASA pour participer à la mission Osiris-Rex qui vient de débuter, aller à la rencontre d'une comète et en rapporter un fragment sur Terre. Mais Ishi, sa mère, sont pauvres. Pas possible d'entreprendre les études nécessaires malgré bourse et soutien. Alors les deux femmes vont jeter leur dévolu sur le type dans son motel qui peine dans son enquête, l'emberlificoter. La suite, je ne la connais pas, bien sûr. Dominique, je suis impatient de te revoir bientôt à notre retour. En confidence, la nouvelle n'étant pas encore publique, j'ai décroché une sacrément belle résidence d'écriture dès le mois de juin en Suisse qui durera 6 mois. Je serai logé, nourri, payé, libre de mes mouvements, libre et si joyeux dans le train qui filera vers Paris pour venir t'embrasser. Tania est avec moi, ici en Amérique, dans l'aventure. Elle sera aussi là en résidence. Nos santés sont bonnes, en avant. Nous t'embrassons avec affection, toujours Philippe. Nous allons accueillir Mathieu Guérin et puis après Pascal Cotin. Correspondance, roman en 1 page. Chapitre 1. Il est en retard. Il s'est dépêché pourtant. Mais il a eu des contretemps et donc il est en retard. Peut-être qu'il aurait pu faire mieux, peut-être que c'est une façon aussi d'éviter. Éviter le début de la soirée et la confrontation avec des gens qui l'impressionnent. Lorsqu'il arrive à la bibliothèque, on lui indique le chemin du sous-sol et de ne pas faire de bruit. La lecture a commencé. La lecture a commencé et c'est d'ailleurs une voix qu'il entend, d'abord. Une voix qui parle d'une ville qu'il aime déjà. L'effet n'est pas immédiat. Il faut attendre les 10 minutes de la lecture. Les 10 minutes d'une lecture où il reste au fond, debout, n'osant s'approcher ni même bouger. Les yeux fixés sur cet homme debout derrière un pupitre et dont il ne voit que les épaules et le visage sous un chapeau. Ça parle de la ville. Ça parle d'une femme qui la traverse. Ça parle de Shanghai. 10 minutes et il sait exactement ce qu'il va filer acheter et lire dans les jours qui viennent. Shanghai, il l'a vu, un peu. Et jamais il n'avait entendu quelqu'un la dire, aussi proche de lui. Ce jour-là, il n'osera pas lui parler. Chapitre 2. Les semaines. Les mois passent. Une petite année sûrement. P, comme il signera plus tard dans leurs échanges numériques, bien plus souvent que Phil,
lit à nouveau des extraits de son ouvrage dans une librairie. Il ne ratera pas cela. Il ne sera même pas en retard, et il aura son livre avec lui. Il pense qu'avec le livre en main, il osera lui parler. Cette fois encore, il ressent la pulsation, celle du texte, celle de la lecture, celle du lecteur. 3 minutes. L'échange n'aura pas duré 3 minutes, mais en 3 minutes, ils auront parlé de Shanghai, d'écriture, de photographie. 3 minutes où P lui a parlé comme s'ils avaient des heures devant eux. 3 minutes où il se sent très proche de P dans la façon qu'il a de percevoir et de dire. C'est bien plus tard encore que commencera leur correspondance, celle des courriels. Chapitre 3. Très professionnel d'abord. Ils ne se connaissent pas. Ils reçoivent tous deux des textes, les lisent, ils disent oui, non, publient pas, s'expliquent pourquoi. P toujours très à l'aise, lui un peu emprunté au début, mais P l'encourage, le relève, et très vite il comprend. Il comprend qu'à quelques exceptions près, il n'y a aucune explication ni argumentation à fournir. Ils sont d'accord sur tous les textes. Ils y voient, sentent les mêmes choses. Les mois et les années. Ils prennent leur rythme. Leur arythmie, en fait. C'est une forme de rythme, après tout. De longs moments passent sans qu'aucun d'eux n'envoie de signe. De longs moments qui se comptent souvent en mois. De façon très soudaine, à chaque fois, l'un d'eux fait un long courriel où il raconte. Il raconte le temps, sa famille, son travail, les vacances ou les résidences, sa vie en fait. Quasiment invariablement, le mail se termine par « J'ai honte de n'avoir pas pris de tes nouvelles plus tôt », puis « Tu es prêt ?» S'ensuit alors une période frénétique, une période très courte, où les textes et les avis se succèdent à une vitesse folle, comme un emballement libérateur. Certains courriels ne contiennent qu'un mot, une interjection de joie ou de douleur à la suite d'un texte, toujours suivi de l'initiale, pour qu'il se rappelle qui a dit quoi. Une connivence. D'autres fois, il détaille des sensations, des sentiments, ou un point d'écriture où il doute. Jamais leur avis n'a divergé. Puis, pour clore ces sessions de travail, la prochaine fois, à Paris, on boira un café. N'importe qui, c'est pas rien. Un texte qui est sur le site de Philippe, du 19 janvier 2015. Faudrait voir à pas trop nous gratter le mollusque, la couenne et l'allumette à combustion, histoire de voir si c'est pas du flan ce qu'on raconte, qu'on serait ramolli de la révolte. Faudrait pas nous pousser bien plus, je veux dire qu'on est à 2 doigts et un trou de balle, à un rien de se faire niquer sans avoir compris ce qui nous tombe sur le haricot, à 2 doigts de la machine à facho, de se faire mettre 3 doigts au point entier, va savoir, parce qu'on aime la rigolade, et qu'on n'aurait rien vu venir, ou pas voulu voir, parce que mieux vaut s'en payer une tranche tant qu'on peut, même une tranche de rassis, on n'est pas délicat. C'est pas nous qu'on rechigne à fourrer la dingue ou le dindon, pas nous, nom de Dieu. On a le rablé bien rablé, et au jarret collé, les basques nerveuses et tout ça, le grossier qui démange, la margoule à fleur de miche. Alors poussez pas, n'en jetez plus, ou ça va péter sévère, pas rien qu'un peu. Si vous vous mettez dans la tête de nous la resservir, la machine à Robespierre. Ah, bande de connards, je les entends qui beuglent, gorés, avec leur peine à jouir, la justice sociale et tout le reste, les merdeux de la discipline. Je les entends frémir d'aise, ils se la bichonnent bien au chaud. Et voilà, ils sont prêts à leur ressortir du placard, la lame de biseau. Putain, les enculés, la guillotine, et tout le fatraf en freluche à faire gicler le résiné en place de grève. Faut les voir se lustrer la braguette à l'idée de raccourcir de la racaille de banlieue, les morveux de l'ordre patriote. Faut les voir se gargariser à l'hymne national. Putain de chacal, je te dis ça comme je coulerais un bronze
derrière le kiosque du carrefour à Maréchaux. Faut voir ça. Comment que les carrefours sont jamais blasés, d'après des comme Mézig, des poireaux façon Monsieur Tout-le-Monde. Les carrefours et les places, c'est toujours du Blas cathédrale, forgé pour l'enflure et pour les lustres et les siècles des siècles. Mais eux, les pissenlits en bottes d'apparat, avec leurs drapeaux et avec leurs hymnes de pucelle Jeanne d'Arc, je leur pisse à l'arrêt, je te jure. Et c'est pas que je serai de gauche, ni rien, pas de droite. Je les envoie paître, tous autant qu'ils sont, le Poujade et le Flaubert, le Robespierre et l'abbé Pierre, qu'ils aillent se faire mettre chez les Phaistos. Non mais faut pas déconner, nous, les comme moi, les sans grade, les qui ferraillent leurs journées pisseuses, les durs du cuir à crasse bitume et cervelle de piaf, on se tient ferme, la couille dodue et le croc carrié, ferme et serein, mauvais comme gale de chien, on est là et on va pas en bouger, pas un pouce d'écart, on cédera rien, que nib à ces empaffés de la sécurité, rien de rien, et pas non plus une miette pour les zouaves de la gentillesse, les à la main tendue, les avec le cœur sur la main, aux chiottes les saligots, aux chiottes le discours patriarcal larmoyant, les je te demande ta confiance, tous ces zigs à limousine, tous ces connards sans tripes, sans rien, et tous ceux qui leur lèchent les bisques parce qu'ils voudraient bien s'en payer une tranche, voudraient que le sang se remette à couler en place de grève. Je te dis, il y a urgence, camarade pauvre con. Et camarade, c'est pas communiste ou machin anarcho, hein, faut pas confondre. La vraie rage de chacal, avec le rabougri de l'idéal rouge ou noir, ou ce qu'on voudra, l'idéaliste, nous, on, les comme Mézig, on le désigne tout pareil. Faut pas déconner. Non, mais je me marre massif. Comme si qu'on était des toutous à sa mémère, capables de faire roulette au son de la flûte nationale. Déconnez pas, les mecs, déconnez pas avec sa niette, que nib. Voilà, rien de plus, rien de moins. La lame à guillotine, on n'en veut pas. Plus jamais ça. Tu vises? Parce que les nous, les on, les gens, c'est pas des crasseux. Les gens, c'est des hirondelles, et c'est des fusées. Il faut pas les faire chier. Nous, on veut juste être comme les sapins, bien raides et bien verts dans la tempête. Et merde au reste, merde au vent mauvais, ensemble, point barre, à cheval, au galop, et la chance avec soi. L'amour, quoi, rien d'autre. L'amour bien merdeux, qui sent le zéphyr. Voilà. Chantal Anglade, José Morel 5 mars pour un duo autour des SMS de la cloison. Et puis ensuite Fred Gridot. SMS de la cloison. J'écris souvent dans l'épaisseur d'un mur. Mes bras, alors tendus à l'horizontale, dépassent. D'un côté, un froid sidéral. De l'autre, un souffle brûlant. Mais impossible de savoir lequel de ces deux espaces borgnes signifie la liberté ou la prison. Ces messages quotidiens furent adressés à deux amis. L'un alité dans un proche hôpital, l'autre veillant à mon chevet, témoignant de la fusion d'un corps et d'une machine. Ils sont l'exacte traduction électronique d'une blessure qui m'a gardé sur le flanc, en chien de fusil, incapable de m'allonger ou de m'asseoir, et qui m'a imposé l'usage exclusif du téléphone portable pour écrire. L'écran basculé. Sur l'oreiller, à 20 cm du visage, épouse parfaitement le champ visuel et l'ongle qui frappe quelques caractères par ligne invoque la guérison comme à coups de poinçon.
Cette psalmodie sur fond pâle, traverse le ciment. la parole vient de l'outil. 23 décembre 2006, 21h21. Pensée morphine. Entre le Bernard l'Ermite et le Saint-Bernard, il y a le Teckel Bernard. 24 décembre 2006, 11h07. En cherchant à voir derrière les apparences, on prend encore le risque de croiser un regard. 24 décembre, 22h57. Avec le soir, la douleur, puis le renfort des rêves. 25 décembre, 4h15. Que signifie vouloir être plus vrai lorsque rien n'indique le chemin? 25 décembre, 7h. L'espérance n'accorde que la joie de l'instant. 25 décembre, 7h09. Que sait-on de la taille des nuits? Certaines sont des plaines, D'autres n'excèdent pas le bord noir d'un ongle. 26 décembre, 3h35. l'amour est la pointe émergée du langage. 27 décembre, 3h22. Durant les nuits d'insomnie, Le silence se tient en équilibre. comme une perle sur le front. 27 décembre, 4h21. La sainteté est la seule alternative au poème. 28 décembre, 17h40. Je me souviens de mon coma. Mourir comme si mon prénom m'apparaissait prononcé par l'amour. 28 décembre, 19h19. Renoncer prolonge l'effort de naître. 29 décembre, 1h22. Comment témoigner encore en l'absence de toute force? 29 décembre, 3h30. Vivre, c'est apprendre à devenir le langage. 29 décembre, 5h18. Réduit à mon seul prénom, continuer encore un peu sur cette barque de peau. 30 décembre 2006, 13h10. Sur la cuisse gauche La seringue prête. et sur la droite, Le téléphone portable. 31 décembre. 31 décembre, 2h07. il se peut que la joie tienne face à la mort. 31 décembre, 4h02. L'espace de la fenêtre revient au mur, non au ciel. 31 décembre, 7h55. Une si grande douceur associée à la nullité. 1er janvier 2007, 3h33. L'absence de douleur suffit à consoler. 1er janvier 2007, 4h52. Pour que la phrase courte abrège la convalescence. 1er janvier, midi 20. Image morphine. Femme qui accouche d'un sabre. 1er janvier, 18h30. La douleur passe du côté de la veille. 2 janvier, 4h34. Comme le nageur aux méduses dont le corps se déchire sous la tête au soleil. 2 janvier, 7h43. La toilette du matin détache la peau qui protège du jour. 3 janvier, minuit 38. Le corps enfin porté par les soins quitte la parole pour la vie. 4 janvier, 6h29. Les malades saignent au sortir de la nuit. Rouge, la sanction de l'aube. 4 janvier, 11h21. Perméable à l'amour. Insensible à la douleur. Est-ce d'écrire la mort? 5 janvier, 1h27. La douleur me parle Les d'éternité. mortels, je n'aime que le noir. 5 janvier, 3h30.
Rien n'a changé, mais combien de temps pour oublier les coups? 5 janvier, 3h33. Que jamais l'espoir ne se retourne et soit rejoint par le souvenir. 5 janvier, 3h50. Aurais-je encore du courage sans le pouvoir de témoigner? 5 janvier, 10h11. Au bout de leur tige, Les cerises comme des gouttes de sang. 6 janvier, minuit 44. le Le corps corps repose sur le bien. bien. SMS de la cloison a été mis en ligne sur revue.net le 15 janvier 2007. Il y a donc 11 ans tout juste. Sébastien parlait tout à l'heure de tout un tas de choses, puis on est nombreux ici à avoir croisé le chemin de Philippe. Il y a un truc en tout cas qui était sûr, c'est qu'avec lui la gravité on la mettait aux orties et ça faisait du bien. Je suis pas sûr de ne pas être grave ce soir, mais en tout cas avec lui c'était le cas quand on a tourné Crops par exemple, qui est un film relativement grave finalement. Il faut savoir qu'on a bossé, je ne sais pas, 1 an dessus, puisqu'on n'y connaissait rien au cinéma, et puis on a tourné 15 jours sur le Larzac. 15 jours, c'était un fou rire par jour à se faire pipi dessus, quoi. Vous connaissez des gens avec qui ça arrive, ça? 15 fou rires sur 15 jours. Je crois ne pas être du tout doué pour les hommages, voire peut-être même développer une certaine méfiance à leurs égards, mais c'est fil. Et malgré le silence, le mutisme, qui a d'abord obstrué la gorge, je vais tenter tout de même de dire quelques petites choses qui font que sa présence puis son départ ont laissé des traces, en particulier des traces dans ce travail qui est continuation après lui, de cette folle tentative de faire langage avec ce que nous sentons, voyons, percevons du monde, avec notre sensibilité de feuilles d'arbre dans le vent. Tant a été dit, déjà. Alors, j'ai longtemps hésité entre le silence, avec soi, et le souvenir personnel, sans goût pour le partage, qui devait d'abord se revivre, se digérer sans doute, et la parole pour ce soir. Mais finalement, la seule chose qui m'a décidé, c'est cette idée d'amour. Car, en définitive, c'est ce que m'a laissé Phil, l'ami, le frérot, l'amour. Bien sûr, il ne s'agit pas là seulement de l'attachement, de l'élan vers l'un ou l'autre, de celui cristallisé sur une personne exclusive, quoique, mais de cette affection amoureusement plus large pour tout ce qui est autour de nous, pour tout ce que nous sommes. Je veux parler de cette affection au sens très général, nécessaire pour capter, ressentir et entrer en connexion avec ce qui nous entoure, celle nécessaire également pour partager, avoir soin, attention. Je me rappelle alors de ce vieil homme en atelier déclarant « Pour écrire, faut être amoureux ». Évidemment, il parlait de cette montée pulsionnelle, de cette excitation associée à cette compassion vaste et dynamique, nécessaire pour créer, construire, écrire. De cette empathie, de cet amour que tu avais choisi, Phil, choisi consciemment, il me semble. Tu avais choisi ce camp, et nous avons été nombreux à en bénéficier. Je ne souhaite pas dire ici mon rapport personnel à toi, ça me regarde,
mais l'amour que tu as su donner aux autres largement, largement encore une fois. Sans doute, la source de cette affection quasi océanique vient-elle en partie de ce besoin de récupérer un peu de cet amour que tu avais probablement eu si peur de ne pas voir dans les yeux des autres, te regardant, toi, assis, malade, souvent souffrant, de cet amour qui avait été cabossé, violenté, disais-tu, cette peur de ne point être aimable. Mais au-delà, bien au-delà, et cela fut ta force, cela s'est sublimé dans un embrassement et un sens du lien, et en toi, et en ta voix. Il y avait cette dichotomie entre souffrance et joie, entre frein radical de la viande, la panique des cellules, disais-tu, et élan, entre attaque subie et subite du corps moteur, porteur, et prévenance pour autrui dans la mise à distance alors de soi. Et c'est cela qui a fasciné tant de personnes, car dans cette lutte que tu portais en toi se retrouvait toute lutte d'une inhumanité cherchant apaisement et consolation, tout en faisant feu de toute énergie. Alors, ce que tu me laisses, Phil, ouais, c'est cet amour. Et cela est même en train de faire changer ma ligne d'écriture. Moi qui écrivais pour écouter, à partir de ta disparition, je me suis mise à écrire pour aimer, aimer mieux. Si la mort des proches impacte, elle ne détruit pas. C'est comme si elle donnait plus de force pour continuer, malgré leur silence, parce que leur silence. Et je me rappelle soudain ce jour où, lors d'une de tes lectures dans une librairie, tu te mis à répéter quelques mots, à les boucler, à enfler la voix et à tourner, virevolter, danser avec ton fauteuil entre les livres. Phil, tu as eu raison de foncer autant. Tu es mort ce jour d'octobre, et ce fut le silence. J'ai trinqué seul, au whisky si souvent bu ensemble, et ce fut ma messe païenne pour toi. Ça a fait un silence là, derrière, dans une zone du cerveau. Tant a été dit, parce que tu nous as tant touchés. Et tout l'amour que tu nous as donné maintenant, nous le convoyons. Je glisse d'une réalité à l'autre, de l'écriture vers l'affirmation muette du quotidien, et je reviens de ce silence au mystère du langage. L'amour est mon seul besoin, un amour troué, disloqué, mais obstiné, tout entier ramassé dans la littérature. Notre petite éternité avant la mort. En septembre 2017, Simon Liberati rencontre Philippe Ramy à Morges. Le 27 septembre, il écrit dans les colonnes des Inrecuptibles la stupeur de cette rencontre et présente ainsi Monarque. Je cite. Monarque, édité par la Table Ronde, est d'un bois remarquable. Selon le pli moderne auquel je ne suis pas sensible en général, il évoque deux personnages en même temps. L'agonie de son père d'origine égyptienne et l'assassinat homosexuel du légat hitlérien Vom Rath en 1938 par un jeune exalté juif.
C'est ce meurtre qui a déclenché la nuit de cristal et le début des grandes persécutions. Nous étions réunis pour une rencontre et cet infirme exalté en fauteuil à roulettes m'a rendu au meilleur jour de ma jeunesse. Celui-là vibre vraiment. Rami est malade, il souffre depuis sa naissance de la maladie des os de verre. Rami est suisse, égyptien, juif et je ne sais quoi, et je crois pouvoir affirmer sans trop me tromper que c'est un des meilleurs d'entre nous. Monarque est excellent, mais je pense que le prochain sera meilleur encore. Oui, Simon Liberati, il y aura un prochain. En attendant, lisez également la note que Jean-Marie Barnaud a faite sur Monarque. Et comme je crois que nous avons tous envie d'aller parler de Philippe Rami autour d'un verre au foyer de la Maison de la Poésie qui nous accueille, je vais raccourcir ce que je devais lire. Je lirai qu'un tout petit chapitre de Monarque, pour que nous soyons ensemble ensuite à discuter autour de Philippe et d'autres choses. Le monarque est un papillon diurne des plus communs et ne bénéficie à ce titre d'aucun statut de protection. Il se déplace dans nos régions par groupes de 4 ou 5 sans éveiller l'attention, tant sa robe orangée et noire tachetée de blanc fait partie du paysage. Présent en France depuis le Paléolithique, le monarque migre chaque année d'Afrique du Nord vers l'Europe via Gibraltar ou le sud de l'Italie. Il forme des essaims de plus d'1 million d'individus sur un front d'une 50aine de kilomètres, s'élançant à l'assaut de la Méditerranée, des Pyrénées et des Alpes au prix de pertes innombrables. Les plus grands et plus rares spécimens de cette espèce hantent la montagne fauve des Aurès en Algérie. Contrairement à leurs cousins migrateurs, ces papillons grégaires défient l'été saharien dans la fraîcheur des cavernes. Ils sortent à l'aube et au crépuscule, cachés dans la brume, invisibles pour les prédateurs. Le dessus de leurs ailes est blanc, sous un ciel couvert, mais quand la lumière les accroche, on aperçoit un éclair. On peine alors à croire ce qu'on voit, tant on est ébloui. Un frisson, un flash, et voilà. Le monarque des Aurès est dépourvu de sonar, mais ses antennes d'une acuité formidable peuvent localiser un danger ou un partenaire à plusieurs dizaines de kilomètres. Rapportée à une proportion d'éléphant, cette sensibilité est telle qu'elle permettrait à un pachyderme de la savane africaine d'en renifler un autre sur la Lune. Le monarque est un rêve éveillé. Quand après une dure journée de travail, on se laisse aller dans un hamac, il arrive qu'un nuage de papillons traverse le soir. Une forme mouvante d'air et de soleil, comme une dernière proposition de la lumière. On est alors consolé de toute tristesse. Qu'on soit ou non croyant, on éprouve un lien archaïque entre l'homme et l'éternel. Un tel prodige s'explique. Le vol du monarque reproduit la trajectoire elliptique des astres mise en équation par le mathématicien François Viette en 1580. Le monarque est l'emblème des rêveurs, car il est pur désir de voyage. Tous les 5 ou 10 ans, au retour d'El Niño, le ciel du Maghreb s'emplit de monarques. Nul ne connaît la raison d'un tel rassemblement. Il se peut que le courant pacifique, fossoyeur des sociétés précolombiennes, ce grand souffle chaud déclenché par la Lune, entretienne une relation intime avec les papillons. Il se peut que les papillons regroupés en gigantesques essaims à l'approche d'un danger mortel multiplient leurs facultés et sachent percevoir leur salut, une zone tempérée, invisible mais réelle, à des milliers de kilomètres, au-delà des montagnes et de la mer, un Éden capable d'accueillir leur migration. Merci.